Le jour où Michel Platini a suivi son employé et découvert un secret qui lui a brisé le cœur, a commencé comme n'importe quel autre. Mais ce qu'il allait découvrir changerait à jamais sa perception du privilège et lui rappellerait des vérités qu'il avait longtemps oubliées. Cette histoire vous montrera comment parfois nos employés les plus discrets cachent des batailles que nous ne pouvons imaginer. La lumière dorée du soleil couchant baignait la terrasse en marbre de la villa de Michel Platini, projetant des ombres allongées sur les jardins parfaitement entretenus. Après une journée de réunion avec des sponsors et des appels avec sa fondation caritative, l'ancienne légende du football français savourait un verre de Bordeaux millésimé, contemplant l'horizon méditerranéen depuis sa propriété sur les hauteurs de Nice. C'est alors que son regard fut attiré par une silhouette qui se déplaçait entre les cyprès taillés. Pierre, son jardinier et homme à tout faire depuis presque 3 ans, s'affairait à ranger les outils malgré l'heure tardive. Michel fronça les sourcils. Même à cette distance, il pouvait voir que Pierre boitait légèrement, un détail qu'il avait commencé à remarquer ces dernières semaines. Michel posa son verre et s'appuya contre la balustrade. Pierre avait toujours été exceptionnellement fiable, discret, presque invisible dans son efficacité. Il connaissait son nom, bien sûr, échangeait quelques mots polis, mais réalisait soudain qu'il ne savait presque rien de cet homme qui entretenait sa propriété avec tant de soin. « Pierre !» appela Michel, faisant un geste de la main. L'homme leva la tête, surpris, puis s'approcha de la terrasse, son chapeau de travail à la main. Michel remarqua immédiatement les cernes profonds sous ses yeux, la pâleur de son visage, et ses vêtements, propres mais visiblement usés aux coudes et aux genoux. « Monsieur Platini ?» répondit Pierre avec un sourire qui contrastait étrangement avec son apparence fatiguée. « Il est tard, vous devriez rentrer chez vous. Je termine juste le nettoyage de la fontaine, monsieur. L'eau verdissait un peu. » Michel observa les mains de Pierre, rugueuses et présentant plusieurs petites coupures récentes. Pourtant, elles ne tremblaient pas, des mains habituées au travail dur. « Tout va bien, Pierre ? Vous semblez fatigué ces derniers temps ?» Une ombre passa fugitivement sur le visage de Pierre avant que son sourire ne revienne. « Tout va parfaitement bien, monsieur. Juste quelques nuits courtes, rien d'inquiétant. » Michel acquiesça lentement, peu convaincu, en regardant Pierre s'éloigner. Claudiquant subtilement vers la remise, une sensation étrange s'installa dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Et pour une raison qu'il ne s'expliquait pas encore, cela l'importait soudain, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Les jours suivants, Michel se surprit à observer Pierre plus attentivement. Cette nouvelle conscience de son employé s'était installée comme une préoccupation lancinante qu'il ne parvenait pas à écarter. Un matin, alors qu'il prenait son café sur la terrasse, il aperçut Pierre soulever un pot de fleurs massif. L'homme grimaça de douleur, posa rapidement le pot et jeta un regard furtif autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait vu. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, il reprit son fardeau avec un visage impassible. « Claudette !» demanda Michel à sa gouvernante qui déposait des viennoiseries sur la table. « Que savez-vous de Pierre ?» La femme d'âge mûr haussa les épaules. « Peu de choses, monsieur. Il est très privé, toujours ponctuel, jamais malade. » Elle hésita. « Il refuse systématiquement nos invitations au repas du personnel, part toujours exactement à 18h, même quand il pleut. » Plus tard dans la journée, Michel descendit au jardin sous prétexte de discuter d'une nouvelle installation paysagère. « Vous avez de la famille, Pierre ?» demanda-t-il innocemment. « Oui, monsieur. » répondit Pierre avec un sourire poli mais distant. « Des enfants ?» Une ombre passa brièvement dans les yeux de Pierre. « Un fils, monsieur. » Michel attendit, mais rien ne vint. Pierre se contenta de pointer différentes zones du jardin, revenant fermement à la question professionnelle. Le lendemain, en passant près de la remise, Michel entendit une voix basse, urgente. Pierre parlait au téléphone, dos tourné à l'entrée. « Je trouverai l'argent, ne t'inquiète pas. Non, je t'en prie, n'arrête pas les traitements. J'aurai les fonds d'ici vendredi. » Il y eut un silence. « Je sais, docteur, je comprends l'urgence. » Sentant une présence, Pierre se retourna brusquement.
En voyant Michel, il raccrocha précipitamment, son visage reprenant instantanément son expression sereine habituelle. « Monsieur Platini, pardonnez-moi. Un appel personnel. Tout va bien, Pierre ? » ?»« Parfaitement bien, monsieur. Je préparais justement le nouveau système d'arrosage. » 3 jours plus tard, Michel descendit chercher un livre oublié dans le salon bien après minuit. En passant devant la petite pièce où Pierre rangeait ses effets personnels, il entendit un son étouffé. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Pierre, assis sur une chaise simple, tenait une photographie et pleurait silencieusement. Michel se figea, indécis. Avant qu'il puisse se décider à intervenir, Pierre essuya vigoureusement ses larmes, rangea la photo dans son portefeuille usé et se redressa. Son visage, en quelques secondes, avait retrouvé sa dignité tranquille. Cette transformation rapide, cette capacité à masquer une douleur si profonde, troubla Michel, plus que tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. Les jours suivants, Michel se surprit à observer Pierre plus attentivement. Cette nouvelle préoccupation s'était installée dans son esprit comme une mélodie entêtante qu'on ne parvient pas à chasser. Un matin, alors qu'il prenait son café sur la terrasse, il aperçut Pierre qui soulevait un pot de terre cuite massif. L'homme grimaça soudainement, posa le pot et jeta un regard furtif autour de lui. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, il reprit son fardeau avec un visage parfaitement impassible. « Claudette !» demanda Michel à sa gouvernante qui disposait des croissants sur la table. « Que savez-vous de Pierre ?» La femme d'âge mûr lissa son tablier. « Peu de choses, monsieur. Il est très discret, toujours le premier arrivé, jamais absent. » Elle hésita. « Il refuse systématiquement nos invitations au repas du personnel, part toujours exactement à 18 heures, même quand le temps est épouvantable. » Plus tard, ce jour-là, Michel descendit au jardin sous prétexte de discuter d'un nouveau projet paysager. « Vous avez de la famille, Pierre ?» demanda-t-il, d'un ton qu'il espérait désinvolte. « Oui, monsieur, » répondit Pierre, avec un sourire poli mais distant. « Des enfants ?» Une ombre traversa brièvement les yeux de Pierre. « Un fils, monsieur. » Michel attendit, mais rien ne vint. Pierre se contenta de pointer différentes zones du jardin, revenant fermement à la question professionnelle. Le lendemain, en passant près de la remise à outils, Michel entendit une voix basse, urgente. Pierre parlait au téléphone, dos tourné. « À l'entrée, je trouverai l'argent, ne vous inquiétez pas. Non, je vous en prie, n'arrêtez pas les traitements. J'aurai les fonds d'ici vendredi. » Il y eut un silence. « Je comprends l'urgence. » Sentant une présence, Pierre se retourna brusquement. En voyant Michel, il rangea précipitamment son téléphone, son visage retrouvant instantanément son expression sereine habituelle. « Monsieur Platini, pardonnez-moi, un appel personnel. » 3 jours plus tard, Michel descendit chercher un livre oublié bien après minuit. En passant devant le petit cagibi où Pierre rangeait ses effets personnels, il entendit un son étouffé. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Pierre, assis sur une chaise simple, tenait une photographie et pleurait silencieusement. Avant que Michel puisse réagir, Pierre essuya vigoureusement ses larmes, rangea la photo dans son portefeuille, usé, et se redressa. Son visage, en quelques secondes, avait retrouvé sa dignité tranquille. Cette capacité à masquer une douleur si profonde troubla Michel plus que tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. La pluie battait contre les grandes fenêtres du bureau de Michel tandis qu'il faisait les 100 pas sur le tapis persan. Le ciel gris reflétait parfaitement son état d'esprit troublé. Sur son bureau d'acajou, le dossier qu'il était censé examiner restait ouvert à la même page depuis 1 heure. Il s'arrêta devant une photographie encadrée. Lui-même, jeune homme aux côtés de son père, mineur de charbon à Jeuf. Un homme aux mains calleuses et au regard fier qui n'avait jamais accepté d'aide, même dans les moments les plus difficiles. « On ne s'immisce pas dans la vie privée des autres », lui répétait souvent son père. La dignité d'un homme, c'est parfois tout ce qu'il possède. Michel se massa les tempes. Ses paroles résonnaient en lui alors qu'il envisageait l'impensable, suivre Pierre après son travail pour découvrir ce qu'il cachait. C'est indigne,
murmura-t-il pour lui-même. Une violation de sa vie privée. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, revoyant le visage de Pierre, essuyant furtivement ses larmes, entendant à nouveau cette conversation téléphonique désespérée. L'argent pour vendredi, les traitements médicaux, l'urgence. Michel ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une petite clé qu'il contempla longuement, celle de sa Peugeot 308 grise, voiture modeste qu'il utilisait rarement, préférant habituellement sa collection de véhicules de luxe. Une voiture anonyme, une voiture que Pierre ne reconnaîtrait pas. Le souvenir de son père s'imposa à nouveau. « Tu ne dois jamais perdre contact avec d'où tu viens, Michel. Quand tu seras là-haut, n'oublie pas de regarder en bas. » Sa décision fut prise presque malgré lui. Il se leva brusquement, empoigna la clé et son imperméable sombre. Si Pierre partait comme d'habitude à 18 heures précises, Michel avait 20 minutes pour se préparer. Il traversa le garage souterrain, passant devant sa Ferrari et sa Bentley pour atteindre la Peugeot, discrètement garée au fond. En s'installant au volant, une sensation étrange l'envahit. Lui, Michel Platini, triple ballon d'or, réduit à espionner son jardinier. Pourtant, tandis qu'il démarrait le moteur, il savait que cette décision dépassait les convenances sociales. Quelque chose d'important était en jeu, quelque chose qui valait ce compromis moral. Michel stationnait à distance prudente du portail principal, le moteur de la Peugeot ronronnant doucement. À 18 heures précises, Pierre émergea et enfourcha une mobilette usée, un détail que Michel n'avait jamais remarqué auparavant. Comment son employé rentrait-il chez lui? Cette question ne lui avait jamais traversé l'esprit. Les premières minutes du trajet longèrent la côte méditerranéenne. Des villas somptueuses défilaient, similaires à la sienne. Puis Pierre bifurqua vers l'intérieur des terres. Michel le suivait à distance, surpris par la longueur du trajet. Pourquoi Pierre n'habitait-il pas plus près? Progressivement, le paysage se transforma. Les boutiques de luxe cédèrent place à des commerces ordinaires, puis à des devantures aux rideaux métalliques tagués. Les palmiers élégants disparurent, remplacés par des arbres rachitiques poussant dans le béton, fissuré. Le contraste saisissait Michel comme une gifle. « Il traverse toute la ville », murmura-t-il, réalisant soudain que Pierre devait parcourir ce trajet matin et soir, sous le soleil brûlant ou la pluie battante. 40 minutes plus tard, ils atteignirent une zone industrielle délabrée. Des immeubles décrépits s'élevaient comme des sentinelles grises. Des enfants jouaient au football avec un ballon rapiécé sur un terrain vague. Michel ralentit, observant ces jeunes qui lui rappelèrent son enfance à Jeuf. Un des garçons exécuta un dribble qu'il aurait applaudi dans d'autres circonstances. Son estomac se noua. Ce quartier était à moins d'une heure de sa villa. Pourtant, il appartenait à un monde qu'il avait oublié. Un monde dont il s'était extrait par le talent et la chance, mais qu'il avait cessé de voir. Pierre continua vers une zone encore plus reculée, où les immeubles cédaient place à des constructions précaires. Il tourna dans une rue étroite où des fils électriques pendaient dangereusement entre les bâtiments. Michel coupa son moteur et s'arrêta à distance, observant son employé descendre péniblement de sa mobilette. La pluie commençait à tomber, formant des flaques dans les nids de poules non réparés. Pierre, ignorant l'averse, sortit un petit paquet de son sac et se dirigea vers un bâtiment dont la façade s'écaillait. Michel sentit sa gorge se serrer. L'homme qui entretenait ces jardins paradisiaques vivait dans cet endroit oublié du monde. Michel quitta sa voiture, poussé par une curiosité qui l'emportait sur la raison. La pluie s'intensifiait, trempant sa veste coûteuse tandis qu'il s'approchait de l'immeuble. Une odeur de moisissure et d'humidité imprégnait l'entrée où des boîtes aux lettres pendaient, certaines arrachées. Des fissures lézardaient les murs, témoins silencieux d'une structure négligée depuis des années. Michel se glissa dans le hall sombre, suivant le bruit de pas qui résonnait dans l'escalier. Au deuxième étage, il s'immobilisa. La porte d'un appartement était entr'ouverte, laissant filtrer la lumière et des voix. En s'approchant, il entrevit l'intérieur à travers l'entrebâillement. L'appartement était modeste, mais impeccablement tenu. Des livres s'alignaient sur des étagères bricolées. Sur un mur, des photos de Pierre plus jeune aux côtés d'une femme souriante.
Et là, au centre de la pièce principale, un adolescent d'environ 16 ans dans un fauteuil roulant. « J'ai apporté tes médicaments, Antoine ?» disait Pierre en déballant le paquet qu'il avait transporté. « Et regarde, j'ai trouvé ce livre sur l'astronomie que tu voulais. » Le visage émacié du garçon s'illumina. Ses membres étaient atrophiés, sa tête légèrement penchée, mais ses yeux brillaient d'intelligence. « Merci, papa. Comment était ta journée ?» Sa voix était faible mais claire. Pierre, que Michel n'avait jamais vu qu'en posture de subordination, se tenait maintenant droit, transformé par la dignité paternelle. « Excellente. Le jardin fleurit magnifiquement. Le docteur Moreau a appelé, » dit le garçon, son expression s'assombrissant. « Le traitement expérimental, ils ne peuvent plus attendre. » Michel vit les épaules de Pierre s'affaisser imperceptiblement, avant qu'il ne force un sourire. « Ne t'inquiète pas, j'ai parlé avec la banque aujourd'hui. » Le garçon secoua la tête. « Papa, la sécurité sociale ne couvrira jamais ça. Et si tu continues à travailler autant, ce n'est pas négociable. »« Antoine !» Pierre s'agenouilla devant son fils, prenant ses mains frêles. « Ce traitement est ta chance. Je trouverai l'argent. » Michel recula, son cœur battant douloureusement. Les pièces du puzzle s'assemblaient, la fatigue, les appels urgents, les larmes cachées. Pierre n'était pas simplement son jardinier. C'était un père luttant désespérément pour sauver son fils d'une maladie que seul un traitement hors de prix pourrait combattre. Le trajet du retour se fit dans un brouillard émotionnel. Michel conduisait mécaniquement, ses mains serrant le volant jusqu'à blanchir les jointures. La pluie martelait le pare-brise, brouillant sa vision. Ou peut-être étaient-ce les larmes qu'il refusait de reconnaître. L'image d'Antoine dans son fauteuil roulant, le visage émacié mais les yeux brillants, se superposaient aux lumières de la ville. Les mots de Pierre résonnaient « Je trouverai l'argent ». Des mots prononcés avec une détermination que seul un père pouvait ressentir. De retour à sa villa, Michel ignora les questions de Claudette sur son absence et monta directement à l'étage. Il déverrouilla une porte rarement ouverte et alluma la lumière de sa salle des trophées. 3 ballons d'or scintillaient sous les spots, des médailles, des coupes, des maillots encadrés, tout un panthéon personnel dédié à sa gloire. Michel s'arrêta devant une photographie en noir et, blanc, son père en tenue de mineur. Le visage noirci par la poussière de charbon, un bras passé autour des épaules de Michel adolescent. Il passa les doigts sur le verre, comme pour toucher cet homme disparu depuis 15 ans. « Quand tu seras arrivé, n'oublie jamais d'où tu viens, » lui répétait son père. « N'oublie jamais ceux qui restent en bas pendant que tu montes. » Michel se laissa tomber dans un fauteuil, submergé par une vague de souvenirs. Les hivers glacials, dans leur petite maison de Jeuf, son père rentrant épuisé de la mine, ses mains craquelées par le travail et le froid. La fierté dans ses yeux quand Michel avait signé son premier contrat professionnel. « Tu as réussi, fils, tu es sorti !» Un sanglot s'échappa de sa gorge. Qu'était-il devenu? Un homme vivant dans l'opulence, inconscient de la souffrance qui se cachait derrière le sourire de ceux qui l'entouraient. Un homme qui avait oublié de regarder en bas. Il se leva brusquement et s'approcha de son premier ballon d'or. L'objet, qui avait incarné l'apogée de sa carrière, lui semblait soudain creux, presque obscène, dans son éclat doré. « J'ai oublié, papa », murmura-t-il, « mais je vais me rappeler maintenant. » Une résolution naquit en lui, aussi puissante que celle qu'il avait ressentie sur les terrains face aux défis impossibles. Pierre et Antoine ne seraient pas abandonnés à leur sort, pas tant qu'ils pourraient faire quelque chose. Le lendemain matin, Michel se leva avant l'aube. À travers la fenêtre de sa chambre, il aperçut Pierre, qui commençait déjà à travailler dans la roseraie, taillant méticuleusement les branches mortes. Une détermination tranquille se lisait dans chacun de ses gestes. Michel s'habilla simplement et descendit dans le jardin. La rosée matinale mouillait ses chaussures, tandis qu'il s'approchait. Pierre se redressa immédiatement, surpris par cette apparition inhabituelle. « Monsieur Platini, vous êtes matinal aujourd'hui ?» Michel sourit. « Je me suis souvenu que mon père disait toujours que les premières heures du jour sont les plus précieuses. » Il s'approcha d'un rosier. « Ces fleurs sont magnifiques, Pierre.
Vous avez un don. Merci, monsieur. Pierre reprit son travail, visiblement mal à l'aise face à cette attention inattendue. Michel s'assit sur un banc en pierre. J'ai remarqué que vous semblez fatigué dernièrement. J'espère que ce n'est pas le travail qui vous épuise. Pierre hésita, ses mains s'immobilisant un instant. Non, monsieur, c'est une situation personnelle. J'ai entendu votre conversation téléphonique hier, dit Michel doucement. Quelque chose à propos de traitements médicaux? Les épaules de Pierre s'affaissèrent légèrement. Un silence s'installa, ponctué uniquement par le chant des oiseaux. Mon fils, dit-il finalement, Antoine a la dystrophie musculaire de Duchenne, diagnostiquée quand il avait 7 ans. Michel hocha la tête, feignant la surprise. Je suis... Désolé, c'est une maladie grave, n'est-ce pas? Progressive et incurable, confirma Pierre, sa voix à peine audible. Ma femme est décédée il y a 3 ans, un accident de voiture. Elle était infirmière, savait comment s'occuper de lui. Il essuya ses mains sur son pantalon de travail. Depuis, nous nous débrouillons tous les deux. Et ces traitements dont vous parliez? Le regard de Pierre se perdit au loin. Un essai clinique expérimental en Suisse. Pas de guérison, mais ça pourrait ralentir la progression, lui donner quelques années de plus. Mais c'est... Il s'interrompit. Coûteux, termina Michel. 120 000 €. La sécurité sociale ne couvre pas les traitements expérimentaux. Pierre se redressa, retrouvant sa dignité. Mais nous trouverons une solution. Antoine est brillant, passionné d'astronomie. Il mérite sa chance. Michel sentit son cœur se serrer devant ce père qui luttait seul contre l'impossible. « Je comprends », dit-il simplement, sachant que ces 2 mots ne pouvaient contenir tout ce qu'il ressentait désormais. Le bureau de Michel était devenu un centre d'opération. Une semaine après sa conversation avec Pierre, 3 téléphones sonnaient simultanément, tandis qu'il jonglait entre appels et rendez-vous. Sur son bureau s'empilaient des documents médicaux, des rapports de recherche sur la dystrophie musculaire et des statuts juridiques préliminaires. « Non, docteur Renaud, je ne veux pas seulement aider un patient, » expliqua Michel au téléphone, « mais créer un système pour tous les cas similaires. » L'éminent neurologue à l'autre bout du fil décrivait les traitements expérimentaux disponibles en Europe. Michel prenait furieusement des notes, son regard alternant entre son carnet et la photo de son père qu'il avait placée sur son bureau. Un rappel constant de sa mission. L'après-midi, dans le cabinet feutré de son avocat à Nice, Michel expliqua sa vision. « Je veux une structure transparente, irréprochable. Une fondation qui identifie les familles dans le besoin et finance les traitements non couverts par la sécurité sociale. » L'avocat ajusta ses lunettes. Pour éviter tout conflit d'intérêts, il faudra un comité indépendant qui sélectionne les bénéficiaires. Michel acquiesça. Exactement. La dignité des familles doit être préservée. Ils seront sélectionnés. Pour le programme, pas pour ma charité personnelle. 2 jours plus tard, Michel visitait une clinique spécialisée à Genève. Le médecin-chef lui présentait les dernières avancées contre la dystrophie de Duchenne. Ce traitement expérimental est prometteur mais coûteux, expliquait le spécialiste. Peu de familles peuvent se le permettre. Combien d'enfants comme Antoine pourraient en bénéficier en France? Demanda Michel. Des centaines, mais sans financement. Nous changerons cela, interrompit Michel, une détermination tranquille, dans la voix. La semaine suivante, dans une salle de conférence parisienne, Michel s'adressait à un groupe de potentiels partenaires, anciens joueurs, entreprises pharmaceutiques, philanthropes. La Fondation Platini pour les maladies neuromusculaires financera les traitements innovants pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens, annonça-t-il. Nous commencerons avec la dystrophie de Duchenne, puis étendrons notre action. En Nantes. Quittant la réunion, Michel reçut un message de son assistant. Les papiers officiels étaient signés. La fondation existait légalement. Il regarda par la fenêtre, vers le ciel qui s'assombrissait sur Paris, et sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il honorait véritablement la promesse faite à son père. Un matin d'automne, Michel s'approcha de Pierre qui taillait les haies. « J'aurai besoin de votre aide demain, » dit-il, s'efforçant de paraître décontracté. «
Je dois visiter un centre médical où ma fondation pourrait investir. J'aimerais votre œil pour évaluer les jardins thérapeutiques qu'il projette. Pierre parut surpris. Monsieur, je ne suis pas expert en... Vous avez un talent naturel, l'interrompit Michel. Et j'ai remarqué que vous ne prenez jamais de congé. Considérez cela comme une journée payée moins physique. Le lendemain, dans la Mercedes qui les conduisait vers Montpellier, Michel sentait son cœur battre anormalement vite. Pierre regardait par la fenêtre, silencieux. « Votre fils, Antoine !» commença Michel, feignant la spontanéité. « Peut-être devriez-vous l'amener. Les jardins sont conçus pour des patients. Son avis serait précieux. » Pierre hésita. « Je ne veux pas l'imposer. Au contraire. Ce serait un service que vous me rendriez. » 1 heure plus tard, il s'arrêtait devant un immeuble moderne aux grandes baies vitrées. Antoine, installé dans son fauteuil roulant, observait tout avec des yeux curieux. Michel nota la fierté dans le regard de Pierre en présentant son fils, malgré sa gêne évidente d'être en présence de son employeur dans un contexte si personnel. « Monsieur Platini !» s'exclama le directeur du centre en les accueillant. « Quel honneur de recevoir le président de notre nouvelle fondation partenaire !» Michel intercepta le regard confus de Pierre. « Une récente initiative », expliqua-t-il vaguement. La visite se déroulait selon son plan. Après les jardins, ils passèrent, par hasard, devant le laboratoire de recherche. Une médecin s'approcha, son regard s'attardant sur Antoine. « Ce jeune homme, dit-elle. Dystrophie de Duchenne, n'est-ce pas ?» Pierre se raidit. « Oui, docteur. Nous recherchons justement des participants pour notre nouveau protocole de traitement. » Elle examina Antoine avec attention. « Il correspond parfaitement aux critères. Une chance extraordinaire que vous visitiez aujourd'hui. » Michel observait la scène à distance, retenant son souffle. Il vit l'espoir illuminer les yeux d'Antoine, l'incrédulité, puis la suspicion traverser ceux de Pierre. « Le programme est entièrement financé par la nouvelle fondation, » poursuivit la médecin. « Votre fils serait un candidat idéal. » Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Antoine. Le centre de réhabilitation bourdonnait d'activités, médecins et thérapeutes se succédant auprès du jeune homme. Michel observait discrètement les progrès, lors de visites présentées comme officielles pour la fondation. Antoine, d'abord épuisé par les traitements, montrait désormais une vitalité nouvelle. Son sourire, autrefois rare, apparaissait plus fréquemment. Pierre, quant à lui, restait réservé. Michel le voyait s'asseoir seul dans le jardin thérapeutique pendant les séances de son fils, le visage marqué par une lutte intérieure. Un matin, Michel le rejoignit sur un banc. « Antoine semble répondre merveilleusement au traitement, » dit-il. Pierre hocha la tête. « C'est miraculeux, mais cette coïncidence... » Son regard se durcit. « Trop parfaite, n'est-ce pas ?» Michel détourna les yeux. Le moment de vérité approchait. Plus tard ce même jour, le directeur du centre présenta à Pierre les clés d'un appartement adapté près de la clinique. Un logement pour les familles des patients du programme, entièrement équipé pour les fauteuils roulants. Pierre visita l'appartement moderne, ses yeux s'attardant sur les rampes, les portes élargies, la salle de bain accessible. Antoine explorait chaque recoin avec excitation. « Papa, regarde, je peux atteindre l'évier tout seul. » Ce soir-là, Pierre attendait Michel à la sortie du centre. Son visage trahissait une nuit sans sommeil. « J'ai parlé avec le docteur Moreau, » dit-il sans préambule. « Cette fondation, elle a été créée il y a 3 semaines, juste après notre conversation dans le jardin. » Sa voix tremblait. « Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez vu notre appartement ?» Michel ne détourna pas le regard. « Oui, pourquoi ?» Le mot contenait confusion, colère et vulnérabilité, parce que j'avais oublié d'où je venais. Michel regarda les autres familles qui entraient dans le centre. « Ce n'est pas pour vous seul. D'autres enfants bénéficient du programme. » Pierre serra les poings, puis les desserra lentement. « Je devrais être en colère. Vous avez violé notre intimité. » « Je comprends. » Mais Antoine sourit à nouveau. Pierre leva des yeux brillants de larmes contenues. Pour la première fois depuis des années, il parle d'avenir. Le silence qui suivit contenait tout ce qu'il ne pouvait exprimer.
La fierté blessée, la gratitude impossible à formuler, le lien nouveau qui se forgeait entre eux. Il continuera de sourire, promit Michel. Mais vous restez mon jardinier uniquement si vous le souhaitez. 2 ans plus tard, les bureaux de la Fondation Platini pour les maladies neuromusculaires bourdonnaient d'activité. Dans la salle de conférence aux grandes baies vitrées, Pierre, élégamment vêtu d'un costume sobre, présentait les dossiers de nouvelles familles candidates au programme. La famille Dupont a un fils de 13 ans, diagnostiqué l'année dernière, expliquait-il au comité. Ils ont vendu leur voiture pour payer les premiers traitements. Michel, assis au bout de la table, observait avec fierté cet homme qui, 2 ans auparavant, taillait ses rosiers en cachant sa douleur. Pierre connaissait la réalité des familles mieux que quiconque. Il parlait leur langage, comprenait leurs craintes inavouées, leurs espoirs fragiles. À la fin de la réunion, Michel trouva sur son bureau une pile de journaux. Les gros titres le mettaient mal à l'aise. Platini, le saint du football français, le sauveur des enfants malades, accompagné de photos où il apparaissait seul, sans Pierre, sans les familles, sans les médecins. « Ça vous dérange », constata Pierre en entrant dans le bureau. Michel poussa les journaux. Ils fabriquent une histoire qui n'existe pas, un héros solitaire. La vérité est bien plus complexe. Les médias adorent les récits simples, dit Pierre en s'asseyant. Mais les familles connaissent la réalité. Cet après-midi-là, ils visitèrent ensemble l'appartement des Lemaire, dont la fille de 8 ans venait d'intégrer le programme. L'immeuble était modeste mais chaleureux. La petite Emma, malgré sa mobilité réduite, montra fièrement à Michel ses dessins. « Avant, je pensais qu'on était tout seul », confia Madame le maire en préparant le café. « Maintenant, nous avons une communauté. » En sortant, ils croisèrent Antoine qui arrivait. À 18 ans, malgré son fauteuil, il travaillait maintenant comme bénévole, parlant aux nouvelles familles, partageant son expérience. « L'expert en astronomie vient conseiller les parents », plaisanta Michel. Sur le chemin du retour, Pierre reçut un appel. Une nouvelle clinique en Belgique acceptait de collaborer avec la Fondation. Il raccrochait à peine qu'un journaliste les aborda dans la rue. « Monsieur Platini, un commentaire sur votre œuvre caritative ?» Michel s'écarta. « Parlez plutôt au directeur des opérations, » dit-il en désignant Pierre. « C'est lui qui fait le vrai travail. » Le regard reconnaissant que lui lança Pierre valait tous les ballons d'or du monde. Les lumières du Palais des Congrès de Paris illuminaient les visages des plus grandes figures du sport français. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée pluvieuse où Michel avait suivi Pierre. 5 années pendant lesquelles la Fondation Platini était devenue l'une des principales organisations de soutien aux familles touchées par les maladies neuromusculaires en Europe. Michel ajusta son nœud papillon, mal à l'aise dans son smoking. À 67 ans, ces cérémonies lui semblaient de plus en plus superficielles. Son regard croisa celui de Pierre, assis au premier rang avec son fils. Antoine, désormais âgé de 21 ans, étudiait l'astrophysique à distance, tout en travaillant comme porte-parole de la Fondation. Et le prix de l'engagement humanitaire est décerné à Michel Platini. Les applaudissements éclatèrent. Michel monta sur scène, ébloui par les projecteurs. Il s'apprêtait à parler, quand le présentateur ajouta « Pour remettre ce prix, nous accueillons Antoine Dufresne, ambassadeur de la Fondation Platini. » Antoine s'avança dans son fauteuil roulant motorisé, portant une petite boîte en plus du trophée officiel. Son assurance tranquille impressionna Michel, qui se souvenait du garçon fragile d'autrefois. Michel Platini est connu comme footballeur, légendaire, commença Antoine d'une voix claire. Mais pour des centaines de familles comme la mienne, il est l'homme qui a refusé de détourner le regard. Michel sentit sa gorge se serrer. Cette fondation n'a jamais été l'œuvre d'un seul homme, poursuivit Antoine. Elle est née d'une rencontre entre 2 mondes, d'un regard véritablement posé sur l'autre. Antoine ouvrit la petite boîte. À l'intérieur, enchâssé dans du cristal, reposait un morceau de charbon noir. Ceci vient des mines de Jeuf, où votre père travaillait. Pour vous rappeler que le plus grand accomplissement n'est pas de s'élever soi-même, mais d'élever
Les autres avec soie. Michel prit l'objet, ses doigts tremblants sur la surface polie. Il vit Pierre se lever, applaudissant avec fierté, non plus comme un employé, mais comme un égal, un partenaire dans une œuvre qui les dépassait tous deux. Le cercle est bouclé, murmura Michel en serrant Antoine dans ses bras. Les caméras. Oubliées, la gloire sportive éclipsée par cette victoire plus profonde, plus durable.